Vladimir Arriaga, vous n'êtes pas devenu un auteur à succès du jour au lendemain. Et non, mais personne, ça marche pour personne, ça. Comment ça a commencé? Oh, ça a commencé, on peut dire, relativement tard après l'armée, quoi, 22, 23 ans. Inconsciemment, ça me titillait, cette histoire. Et puis, moi, j'ai commencé tout simplement à me faire les dents. J'avais des tonnes de disques, parce que depuis l'âge de 16-17 ans, quand est arrivé Presley, toute la vague du rock'n'roll, tout ça, j'achetais des disques. Et j'ai commencé à m'essayer à faire des textes, à me faire mes adaptations personnelles pour voir si j'en étais capable, sur tous les genres tous les disques que j'avais, quoi, tous les genres de musique, y compris les grands standards de Sinatra, tout ça. Et puis ça a commencé par être très laborieux, par être très mauvais, et puis ça s'est amélioré parce que vraiment j'y passais. J'avais un autre métier à l'époque, donc j'y passais mes soirées, puis après mes week-ends, et puis jusqu'au jour où c'est devenu, ça tenait un peu la route, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque à côté? À côté, j'étais coiffeur. Ouais, j'avais fait une école de coiffure, et j'aimais bien ça, quoi. Mais l'espèce de vocation tardive a pointé son nez, quoi, puis c'est arrivé. Et puis quand je suis arrivé à maîtriser les textes, un peu, j'ai acheté une guitare d'occasion à côté de chez moi, la première que j'ai trouvée, guitare espagnole. Et puis j'ai commencé quelques accords, puis j'avais des copains guitaristes, puis j'allais traîner avec eux, ils m'apprenaient un accord, 2 accords, 3 accords. Et puis voilà comment j'ai commencé à faire des chansons, quoi. Et puis ça a duré 4, 5, 6 ans avant que je commence à traîner dans des éditions, parce que le métier se faisait comme ça à l'époque. On allait dans des éditions proposer des chansons. Et donc il y avait un contact déjà avec ces gens-là. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi, jusqu'au jour où j'en ai 1, 2, 3 qui ont accroché un éditeur, qui a contacté des interprètes, nana, puis voilà. Alors, comment ça s'est passé ces 4 années où vous ne montriez vos textes à personne? Vous vouliez pas ou vous n'avez pas l'occasion? Non, mais je me faisais là-dedans, hein. Je me testais moi-même, hein. Je voulais voir si... Parce que moi, je suis un autodidacte, je suis parti de rien. Je savais pas jouer de piano, je savais pas jouer de guitare. À l'époque, j'étais pas ce qu'on appelle un littéraire. Donc, je suis parti... voilà, je me suis fait les dents sur des chansons anglaises parce que j'étais imprégné des chansons. Je suis la génération d'Eddie Mitchell et compagnie, on a le même âge, j'imagine. Donc, on a été baigné, bercé par le rock'n'roll, quoi. Et je me suis fait les dents là-dessus, sur des chansons comme ça. Et c'est après, beaucoup plus tard, quand j'ai maîtrisé la guitare, tout ça, que je suis revenu à la chanson française, que là, au lieu d'entendre Trenet, Brel, Brassens, là, j'écoutais ce qui se passe. Et alors là, j'ai découvert absolument des merveilles. Et voilà, c'est parti comme ça, quoi. Alors, vous êtes arrivé un jour chez un éditeur. Comment s'est passé le fait qu'on vous prenne enfin une chanson? Ah ben, ça ne s'est pas passé tout de suite, parce que quand j'ai commencé à maîtriser la chose, j'écrivais des chansons qui tenaient la route, quoi. Mais c'était des chansons un peu sans style, quoi, qui auraient pu aller à Pierre, Paul, Jacques. C'était bien. Il y avait des couplets, il y avait des refrains, il y avait des ponts, ça tenait la route, quoi. C'était des trucs solides, on pouvait dire que c'était des chansons. Et puis je voyais que 2-3 ans, je tournais dans 2-3 éditions, ça tenait pas la route. Puis un jour, il y a un type qui m'a dit, qui s'appelle, connu évidemment, qui s'appelle Jean-Max Rivière, qui avait une édition, qui m'a dit « Mais c'est bien tout ce que tu m'amènes, c'est bien. Écoute, en ce moment, il y a Sylvie Vartan qui cherche une chanson légère, voire marrante. » J'étais assez étonné parce que moi-même, j'avais jamais fait ça. Il m'a dit « Oui, parce que c'était l'époque où Richard Anthony avait fait le Sirop Typhon et ça avait été absolument un raz-de-marée. Et bon, dans les 6 mois qui ont suivi, des gens qui avaient envie de faire, peut-être pas de Sirop Typhon, mais des choses comme ça légères. Puis je suis rentré chez moi, j'étais assez décontenancé, et puis j'en ai fait une quand même, je me suis lancé.
Parce que j'aimais ça. Ce que ne savait pas Jean-Max Rivière, c'est que j'aimais ça par nature, les chansons légères, mais j'en avais jamais fait. Je n'avais jamais montré, donc il ne pouvait pas le deviner, moi non plus. Et je l'ai fait relativement assez facilement. Et je lui ai montré, ça lui a énormément plu. Et rendez-vous a été pris avec Sylvie Vartan. Et le secrétaire de Sylvie Vartan, c'était Carlos à l'époque. Carlos, donc le rendez-vous d'ailleurs a eu lieu chez lui. Et bon, on est tous arrivés avec Jean-Max, moi, et puis il y avait Sylvie, et puis Carlos, tout ça, qui écoutait. Et bon, j'ai fait ma chanson, j'emmenais pas trop large, quoi. J'ai fait ma chanson à Sylvie. Et à la fin, elle m'a dit « Ouais, je trouve ça très très bien, mais je trouve vraiment que c'est une chanson pour garçons. Je vois pas une fille chanter ces mots-là. » Bon, alors, évidemment, j'étais un peu déçu, puis tout le monde est rentré chez soi. Et puis 2 jours après, Jean-Max m'a appelé, il m'a dit « Écoute, Carlos m'a rappelé. » Alors moi, Carlos, je le connaissais pas comme tout le monde, comme ça, et puis... mais bon, Carlos, c'était un personnage, il n'était pas encore chanteur, mais il était connu de tout le monde, quoi. Il animait des clubs de jazz à l'époque, à Saint-Germain-des-Prés. Il a commencé comme ça, ouais, par des clubs, puis ça faisait longtemps que je s'occupais de Sylvie, puis il avait chanté un petit bout dans une chanson de Sylvie. 2 minutes 35 de bonheur. 35 de bonheur. Et puis, Jean-Max m'a dit, voilà, Carlos, il faudrait se lancer. Ça fait longtemps que toutes les maisons de disques lui disent, mais t'as un personnage fabuleux, il faut que tu chantes, il faut que tu te lances. Il y a Barclay qui voulait lui faire signer un contrat, même sans savoir si tu es capable de chanter, rien. Il a envie, il a entendu cette chanson que tu as chantée pour Sylvie, il la trouve très, 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 très drôle, il voudrait la chanter. Alors, bon, j'ai dit, écoute, je réfléchis 2 minutes, et puis Jean-Max me rajoute, parce que si c'est pas Carlos, tu vas te retrouver avec des chanteurs, entre parenthèses, traditionnels. Qu'est-ce qui a envie de faire des chansons un peu marrantes, un peu légères? T'as les compagnons de la chanson, t'as des gens comme ça. Alors bon, c'est vrai que les compagnons de la chanson, moi je les aimais bien, mais pour moi, c'était pas trop... C'était pas mon truc. Je me suis dit, bon, allez, je vais me jeter à l'eau. Moi, je suis inconnu. Lui, comme chanteur, il est inconnu. On va bien voir ce que ça donne. Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai rencontré Carlos, qui m'a redit qu'il adorait la chanson. J'ai rejoué. Et bon, c'était l'époque encore des Super 45 tours, 4 chansons. Il m'a dit, faut que t'en fasses d'autres, parce qu'une, ça suffit pas. J'en ai fait 2 autres, donc j'en ai fait 3. Et j'en ai fait une autre qui s'appelait La vie est belle, qui a été encore plus forte, qui a été le titre de son premier 45 tours. Chanson qu'on a énormément entendue sur les ondes. La vie est belle, tant qu'on a des bretelles pour tenir nos pantalons. C'était du Carlos sur mesure, mais c'était inconscient, quoi. Je faisais ça comme ça, et c'est vrai que j'aimais beaucoup son personnage. C'est presque Laurel et Hardy à lui tout seul, quoi. Et la première chanson pour Sylvie, il l'a chantée? Oui, elle était sur le 45 tours, mais c'est l'autre qui a pris toute la place. Elle s'appelait comment, celle de Sylvie? C'est la faute à Dagobert. Si le monde est à l'envers, il faudrait un Saint-Éloi pour la remettre à l'endroit. Et elle était sur le 45 tours de Carlos aussi, mais celle-là, elle a eu... on l'a entendue un peu, mais beaucoup moins, quoi. Donc, à l'époque, avec ce premier disque, Carlos a commencé à devenir une vedette de la chanson, ce que personne ne pouvait imaginer. Ben oui, il a commencé d'ailleurs, c'est au 2e disque, j'avais fait une chanson qui s'appelait « Il y a des Indiens partout ». Là, il a commencé à être un chanteur à part entière, c'est-à-dire qu'il a commencé à vendre des disques. Et puis, il y en a eu pas mal. Il y a eu La Reine du Shopping, il y a eu Les Pieds Bleus, il y a eu Je préfère manger à la cantine, qui était un très beau succès, La Bamboula, La France le matin, enfin, il y a eu pas mal de choses, quoi. Et ça a duré, notre aventure a duré 3 ans, j'ai dû lui faire 20-25 chansons, quoi. Et en touchant un public de plusieurs générations, car les enfants, ils écoutaient Carlos aussi. Ah oui, absolument. Moi, j'ai jamais perdu de vue que il fallait absolument arriver à toucher les enfants. C'était très difficile. Mais c'est une époque où j'aimais bien ça et je le faisais. Enfin, ça fonctionnait bien, disons. Comment vous avez travaillé avec Carlos? Il choisissait les thèmes, vous l'aidiez, vous aviez carte libre? Une fois, il m'a demandé une adaptation parce qu'on était au Midem
à Cannes, tous les deux. On était à 3, 4, 45 tours, je ne sais plus. Et il adorait, il était très très bon danseur. Comme très souvent, les personnes fortes, les gros, entre parenthèses, sont des bons, ils bougeaient très très bien. Il avait repéré une chanson brésilienne dans une boîte qui s'appelait... moi je ne parle pas le portugais, enfin, ça disait en français, c'était une fête pour un roi nègre. Bon, sans rien comprendre au texte, on comprenait que c'était la fête tout de suite. C'était « Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là ». Enfin, ça, c'est ce que j'ai fait en français. Il m'a dit « Fais-moi un texte là-dessus, fais-moi un texte formidable, parce que il m'a dit, il y a Dassin qui voudrait bien la faire aussi ». Alors je me suis dit « Il faut essayer d'enlever le morceau quand même ». Dassin était une grosse vedette à l'époque. Dassin était une énorme vedette. Il était copain avec Carlos, mais c'était une énorme vedette. Et c'était l'époque d'avant l'été indien où il chantait des choses légères aussi. L'Amérique, les Champs-Élysées, tout ça. C'est cette époque-là. Et puis bon, je suis rentré chez moi, je me suis creusé tout ça. Et puis j'ai fait Olélé Olala, et ça s'est appelé en français La Bamboula. Et ça a très très bien fonctionné aussi. Je l'ai montré à Carlos et il était très content. Et ça aussi, est-ce que vous avez à l'époque entendu vos chansons à la radio? Est-ce que vous allez dans une discothèque où on dansait sur vos chansons? Ça m'est arrivé, mais on l'entendait beaucoup à la radio, oui. Parce que il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle un vrai comique. Moi, je regrette que le mot comique soit un peu un mot péjoratif, quoi, qu'il soit tombé un peu comme ça, qu'il y ait cette connotation-là, mais pour moi, j'ai toujours aimé, et il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. C'est pour ça qu'il a trouvé sa place assez facilement, quoi. Et les enfants, quand on leur disait, quand ils disaient je veux pas manger à la cantine ou les pieds bleus, c'était vraiment, on entendait ça dans les écoles? Oui, on entendait ça dans les écoles, absolument. Moi, j'ai entendu dans une école, oui. Racontez-moi. Oui. J'avais mon beau-fils qui était jeune à l'époque, avait 10-11 ans, le fils de ma femme, que je suis allé chercher un jour pas à la sortie, parce que je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, parce que je suis rentré de l'école, donc c'était pas la sortie de l'école, pour une raison X, et il y avait des gamins, ça devait être l'heure de la récré, j'imagine, ou eux sortis de la cantine, lui, je venais le chercher, c'est ça, pour qu'il rentre déjeuner à la maison, et il chantait ça, quoi, des tout petits. Et il savait que vous en étiez l'auteur? Non, il n'a jamais su ça. Ça doit faire un drôle d'effet de voir ces chansons comme ça chanter dans les rues. Ah, ça, c'est le plus grand bonheur. Hein. Et vous vous rendiez compte? C'est le plus grand bonheur. Surtout par des enfants. Hein. Surtout par des enfants. Et vous vous rendiez compte que vous aviez beaucoup travaillé, que c'était difficile d'écrire pour Carlos? Franchement, du jour où j'ai commencé la première, je le faisais assez naturellement. Parce que je me suis rappelé tout ça, parce que j'ai analysé pourquoi je me sentais à l'aise dans ce genre de chansons. Je me rappelle, quelques années avant, c'était en 66, les Beatles avaient fait le Yellow Submarine. Et cette chanson, j'avais trouvé ça absolument fabuleux de la part des Beatles, c'est vrai qu'ils partaient dans tous les sens, ils faisaient des trucs... Ils faisaient du rock'n'roll, ils faisaient pas du rock'n'roll, ils faisaient la musique psychédélique, ils revenaient en arrière, ils repartaient en avant, c'était des cabris, ils faisaient des bons comme des cabris, quoi. Et c'était pareil en chanson. Et quand Ringo a chanté cette chanson, qui était une comptine, une chanson pour les enfants, où on habite tous dans un sous-marin jaune, en plus jaune, bon... Et ça m'avait profondément marqué, je m'étais toujours dit, il faudrait que j'arrive à faire des trucs d'une légèreté comme ça, qui n'a l'air de rien, et qui rentre dans les têtes et qui n'en sortent plus, et qui sont des trucs de l'univers enfantin, quoi, qui sont des espèces de comptines. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail. C'est du travail, oui. C'est du travail parce que il faut... Le plus grand travail, c'est de rien faire d'autre à côté de sérieux. Parce que si on a des portes de sortie, on dit « Oh, je vais arrêter un peu aujourd'hui, je vais faire un truc sérieux » ou « J'ai envie de faire un truc autre ». Après, on perd l'univers. Il ne faut pas quitter cet univers. C'est ça le plus difficile. Mais en même temps, est-ce qu'on écrit de manière particulière pour les enfants?
par rapport aux adultes? Ou pour Carlos? Non, pas particulière, mais il faut trouver l'idée qui va les tétiller, quoi. Il faut se mettre à leur place. C'est ça le plus difficile. Il faut être un enfant à dans sa la limite, tête. il faudrait traîner dans les écoles toute sa vie, quoi. Il faudrait rentrer à l'école avec eux, se mettre dans la cour de récré, avoir un magnéto et écouter tout ce qu'ils se racontent, parce qu'ils se disent des trucs absolument fabuleux, les enfants. C'est à tomber, quoi. C'est une époque où on écrivait pour un artiste. Oui, moi, quand j'écrivais pour Carlos, ça durait 2-3 ans. Oui, j'écrivais que pour lui. Ça lui correspondait tellement, quoi. Franchement, je me rappelle pas d'une chanson qui m'ait refusé une chanson. Bon, il y en avait des plus ou moins fortes. Il y avait ce qu'on appelait des faces A à l'époque, des chansons qui étaient tellement fortes quand on les écrivait, qu'on les jouait, même dans le vide, que c'était celle-là. Il y en a d'autres qui étaient un peu moins fortes, mais c'était bon, quoi. C'était bon. Oui, mais c'était bon, mais en même temps, c'est une époque où justement, on écrivait pour quelqu'un en complicité, on n'écrivait pas une chanson en la laissant aller dans la nature. Non. C'était moi j'avais des œillères dans ma tête. J'avais un cadre. J'étais comme un cheval, quoi, un cheval de course. Je savais ce que je devais lui montrer. Il y en a d'autres, c'était pas la peine, quoi. Ça, c'est évident. Carlos, ça a duré 3 ans, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il a voulu un peu partir ailleurs, changer d'équipe. C'est un peu normal, hein. Un artiste, il veut essayer un peu d'autres choses. Il était très copain avec Dassin. L'équipe de Dassin était aussi très costaud. Il faisait des tubes impressionnants pour lui. Et il s'est dit, il va peut-être faire des tubes impressionnants pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu quelques tubes dont Le Mel était un des auteurs principaux. Donc vous, ça vous a pas fait de peine, vous avez continué, c'est la vie d'un auteur. Non, vous savez, on peut, si on extrapole qu'on va très loin, on peut comparer ça à un couple qui se sépare aussi. Pas de peine, pas de regret. Si, toujours un peu. Mais bon, j'ai vite retrouvé mes marques ailleurs. Hein, oui, car vous aviez appris votre métier, vous avez continué. Oui, j'ai continué. Et notamment, on a fait la rencontre. Tout Carlos avait été avec Jean-Max Rivière, l'éditeur. Et on a rencontré Charlotte Julian, celle qui allait devenir Charlotte Julian, qui ne s'appelait pas Charlotte. Et que moi, j'ai baptisé Charlotte. J'ai dit à la fin du rendez-vous, on l'a rencontrée avec Jean-Max. Écoute, je sais pas pourquoi cette fille, avec sa tête, ses cheveux bouclés, elle me fait penser à Charlotte Corday. Elle me faisait penser à c'est pas une photo, c'est un dessin qu'on a dans les livres d'histoire de France. Charlotte Corday assassinant Marat dans sa baignoire, comme ça. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais pourquoi je pense à Charlotte Corday? Et je me suis dit qu'elle s'appelait Julian. Charlotte Julian, ça serait formidable pour elle, quoi. Je la voyais très bien s'appeler Charlotte parce que elle aussi, c'était une marrante. Hein. Oui, vous l'avez vu arriver un jour et vous avez compris tout de suite qu'il y avait un personnage à créer. Ah oui, il y avait un personnage. Il y avait un personnage à créer, oui. Non, elle avait la chanson que j'ai fait par la suite, Fleur de province, c'était sa vie. Mais c'était tout à fait ça. Elle arrivait de Perpignan et elle avait des gros sabots. Hein. Elle était secrétaire au journal Elle. Entre parenthèses, une secrétaire comme ci, comme ça. Mais quand elle montait sur les tables, elle faisait marrer tout le journal, quoi. C'était absolument fabuleux. Et donc, à la fin de ce premier rendez-vous, Jean-Max m'a dit, ouais, Charlotte, c'est bien. Écoute, il faut lui faire Fleur de province. Alors moi, sur le moment, je me suis dit, putain, il me dit Fleur de province et ça m'a fait penser à Fleur de Paris, qui avait une énorme chanson que je connaissais. Je me suis aperçu que je connaissais pas le texte, mais je me suis dit quand même, il y a eu Fleur de Paris, mais Fleur de province. J'étais vachement. Et puis il avait l'air d'y tenir. Hein. J'ai dit, bon, je veux voir. Puis je suis rentré chez moi, ça me plaisait pas du tout, cette idée. Et puis, je l'ai oublié pendant 3-4 jours, et puis j'en ai parlé à mes parents quand même, entre autres, et puis des gens autour de moi de cet âge-là, qui étaient de l'époque c'était une chanson de la Libération, hein, de l'époque de la Libération.
Et ils m'ont dit, oui, c'est une chanson de la libération sur la libération. Et moi, dans ma tête, c'était l'histoire d'une fleur de Paris, d'une Parisienne. Alors, je me suis débrouillé pour écouter l'original, et effectivement, bleu, blanc, rouge, c'était une chanson de 1945, quoi. Alors, ça m'a un peu libéré, tout ça, et puis j'ai commencé à y penser, vaguement. Puis un matin, j'étais moitié endormi, je me suis mis au piano, j'ai plaqué un accord, et puis j'ai fait la province, et puis le refrain est parti, paroles et musique, en 2 minutes. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. Bon, c'est parti. J'arrive avec ma valise. J'arrive avec ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Bon, c'est parti comme ça. Alors, il y a des fois, j'ai cette réaction quand ça part trop vite. Je me dis, bon, je l'ai enregistré pour pas l'oublier. Parce que j'étais vraiment moitié endormi. Et je me suis dit, bon, je vais calmer le jeu, je vais prendre mon petit, je vais faire une toilette, prendre une douche, machin. Et je suis revenu après. Et là, j'ai pris la guitare, j'ai cherché les harmonies, puisque j'avais les mélodies, mais souvent, j'ai des mélodies de tête, comme ça, qui viennent de tête. Et j'ai trouvé les harmonies. Et arrivé à la fin du refrain, un petit prince charmant, qui me fera beaucoup d'enfants dans mon pays. Et voilà que j'enchaîne un couplet sans aucune préméditation. Et en même temps que je jouais, la musique venait avec les paroles. Enfin, ça a été un truc complètement dingue. Et je suis arrivé au bout du couplet, au bout du premier couplet, je me suis dit, mais j'ai déjà fait un refrain à couplet, c'est infernal, quoi. J'y avais passé 35 minutes. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter pour la suite? Et là, en 10 minutes, je me suis dit, bon, si je commence à chercher, ça ne va pas être spontané du tout. Je laisse tomber. Alors, j'ai montré ça à Jean-Max, qui a fait, je dois dire, qui a fait un bond dans son fauteuil. Il m'a dit, ça, c'est formidable. Mais tu me l'as fini tout de suite, Et j'ai attendu encore 10 jours, je me la chantais comme ça, et arrivé au deuxième couplet, rien ne venait. J'ai attendu 10 jours, je me suis dit, il n'y a rien à faire celle-là, je ne veux pas la faire, je veux qu'elle se fasse toute seule, sans moi. Et arrivé au bout de 10 jours, j'ai enchaîné sur un deuxième couplet, j'ai eu la fin, j'ai eu la collage, j'ai tout eu, quoi. Les chansons qui se font toutes seules, comment on explique ça? Ah bon, on peut dire qu'elles tombent du ciel, on peut dire qu'elles viennent d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est parce qu'on est complètement en phase, on est complètement conditionné par le truc, on ne pense à rien d'autre, il n'y a plus rien autour, et ça ne peut être que ça et rien d'autre, quoi. Attention, toutes les chansons qu'on fait, c'est pas comme ça, malheureusement, hein. Mais celle-là, elle a été bénie des dieux, quoi. Elle s'est imposée, quoi. Comme un bulldozer. Et Charlotte l'a enregistré tout de suite? Charlotte l'a enregistré assez vite, et ça a été son premier disque, ça a été un très très gros succès. Et aujourd'hui, elle la chante toujours, quoi. Et ça veut dire qu'elle a continué aussi avec vous? Vous avez fait d'autres chansons? Oui, toujours sur les mêmes on thèmes? a fait 4, 5, 6, 45 tours ensemble, oui. Allez hop, tout le monde à la campagne? Allez hop, tout le monde à la campagne. Alors ça, si je peux en dire... je vais en dire 2 mots plus vite. Alors ça, c'est une chanson réaction. C'est-à-dire que j'avais travaillé tout un matin à la maison. C'était l'hiver, il faisait gris, il faisait froid. J'avais rien. Je me suis aperçu, arrivé à 1h30, quelquefois je sais passer l'heure du repas, j'avais rien à manger, j'ouvre le frigo, bon, il y avait un petit restaurant en bas, je vais prendre le plat du jour. Et puis j'étais en train de réfléchir à table aux chansons que j'aimais bien, parce que moi, il y a des chansons françaises que j'aime bien, les chansons du moment, de variété. J'aimais bien la façon dont étaient faites les chansons de Stone Chardin. Il y avait un couple d'auteurs qui écrivait à deux, qui s'appelait Thomas Riva. Et j'aimais bien leurs chansons parce qu'ils arrivaient toujours à glisser dans les couplets la campagne.
des éléments de campagne. Ils écrivaient pour Claude François, Viens à la maison, la forêt, les genêts couchés dans les foins, nos vélos qui font des traces sur les chemins, je me disais. Ils avaient écrit, je crois, pour Dassin, Siffler sur la colline, et c'était plein de fleurs, et ça me plaisait bien ce côté-là. Et je me suis dit comme ça, moi aussi je vais faire ma chanson sur la campagne parce que ça me plaît trop. Et puis je me suis dit, et si on envoyait tout le monde à la campagne dans la chanson, allez hop, tout le monde à la campagne. Et au lieu de me dire, allez hop, tout le monde à la campagne, je me le chante dans la tête, parce que ça vient souvent comme ça. Alors bon, je me le chante pas à tue-tête, parce que le restaurant était plein, tout ça. Allez hop, tout le monde à la campagne. Je tapais du pied sur la table et ça... Je trouvais ça très très bien. J'ai fini mon plat à toute vitesse, j'ai payé, je suis remonté chez moi en courant, je suis au piano. Et pareil, le couplet est parti, le refrain est parti tout de suite. Et pareil, la chanson est venue, elle s'est imposée aussi. Elle s'est imposée, mais parce que elle devait être là quelque part, quoi. Il fallait juste que je la mène à moi, quoi. Mais c'est curieux parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui passent des mois devant la page blanche. Vous attendez que la chanson vienne à vous? Oui, j'attends quand ça m'arrive, mais attention, ça c'est des chansons qui sont un peu bénies des dieux, hein. C'est pas toujours comme ça, il y a des fois, je me rappelle une fois, une chanson pour Carlos, que j'ai écrite, La France le matin. C'est une tartine de pain. Bon, la France le matin, tout le monde sait qu'on cavale tout le temps. Et un jour, j'étais au piano, guitare, machin, dans ma chambre, je travaillais, puis j'avais François devant moi, par terre, comme ça. Puis je regarde François, j'ai dit, quelquefois je trouvais une phrase dans François, à l'intérieur d'un article, hein, pas, ça m'était arrivé 2-3 fois, alors je regarde François, puis en même je me dis, aujourd'hui tu m'as rien donné François. François, il n'y a rien à faire sur François. Et puis France Matin. C'est parti comme ça, quoi. Et pourquoi pas le matin, j'ai inversé la vapeur comme je faisais souvent. Et la chanson s'est faite très très vite, quoi. C'est un peu bête à dire, mais bon, ça peut partir comme ça. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Il y en a où on rame un peu plus, mais les gens qui font les chansons, à succès égal, ils savent celles où ils ont ramé un peu et celles qui sont parties comme ça, comme des boulets de canon, ils le savent, hein. On s'en souvient toujours, ça. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup ramé? Ah oui, j'ai beaucoup ramé, comme tout le monde, mais il y a des moments où j'étais bien. Il y a un truc aussi, c'est quand ce qui m'a toujours motivé, moi, c'est quand j'ai su qu'un interprète attendait des choses de moi, qu'il attendait que je surprenne. Alors ça me mettait d'abord, ça me mettait en joie. Et puis, ça me faisait un peu reculer les limites, les barrières. Et puis, entre parenthèses, je me défonçais 2 fois plus, quoi. Et je savais que quand je tenais un bon truc, que j'allais lui amener, non seulement il allait être content, mais il allait avoir un sourire jusque-là, quoi. Parce que ça, le sourire d'un interprète, c'est... Rien ne remplace ça, quoi. Le sourire quand il sent qu'il a les paroles et la musique. Oui, quand c'est complètement lui, quoi. Et puis vous arrivez à lui en fiche plein la vue, quoi. À lui dire, tu t'attendais pas à celle-là. Et puis moi non plus, à la limite, je m'y attendais pas, quoi. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on devrait encore travailler comme ça, avec un auteur et un interprète qui travaillent vraiment ensemble? Ah bah oui, bien sûr, ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux. C'est plus possible. Mais ça doit encore exister, mais il y a toujours des équipes, mais des équipes ou des duos, ou des tandems, des trios, des machins, ça doit toujours exister, mais de moins en moins parce que la pression financière est tellement plus importante qu'avant. Je sais pas, moi il y a un truc qui me sidère maintenant, c'est quand on voit un grand artiste masculin, féminin, il sort un titre, alors il y a son nom, et il y a tous les noms des gens qui ont écrit pour lui.
parce que ces noms, ce sont des noms porteurs. Et en général, il écrit avec des gens qui sont des gens, mais entre parenthèses, médiatiques. Et ça va l'aider, ça va lui faire une espèce de plus-value personnelle que des grands noms est écrits pour lui. Alors évidemment, les grands noms, ils s'écrivent des grandes chansons, et puis ils s'écrivent aussi des chansons moins réussies, quoi. C'est normal, on est tous comme ça. Hein. Mais est-ce qu'on privilégie pas un peu trop le grand nom par rapport au nom, par rapport aux professionnels plutôt ? On est un petit peu dans une période comme ça, ouais. On est un peu dans une période comme ça. La tendance peut s'inverser ? Oui, bien sûr que la tendance peut s'inverser, heureusement. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une période comme ça, quoi. C'est comme ça. Il faut que tout... évidemment, comme disait Andy Warhol, on a tous un quart d'heure où on est star. Donc maintenant, tout le monde veut être star tout le temps. Donc la star va faire appel à d'autres stars pour faire un bloc de stars et pour filer ça dans les oreilles des gens. On est donc dans les années 70 et il y a une super vedette de la chanson, Claude François. Oui. Et vous avez travaillé pour Claude François. Oui, j'ai fait une chanson pour lui parce que j'avais... c'est vrai que j'avais une belle chanson. Alors là, l'autre face de Carlos, de Charlotte, une belle chanson que j'avais fait comme ça. Une chanson, entre parenthèses, disons, sérieuse. Une chanson lente, une chanson... Et Jean-Max me dit un jour... il la connaissait, évidemment, mais on voyait pas qu'il la montrait, parce que moi, je faisais souvent des chansons dans le vide aussi. Ça m'arrivait des tas d'âmes, enfin, comme font tous les gens qui écrivent, plus ou moins, quoi. Et celle-là, elle était très réussie. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a Claude François qui enregistre 2:30 en ce moment, un pour les enfants, un pour un normal, me dit-il. Et il me dit, on a rendez-vous avec Bourter, qui était le directeur artistique de Claude François, Boulevard Excellence. Alors on y va. Et puis je chante ma chanson, Claude Bourter, une chanson très très lente, tout ça. Bon. Qui s'appelait ? Qui s'appelait Anne-Marie. Ce qu'on appelle une belle chanson. Et déboule des escaliers, Claude François. Bon, c'était le scénario qu'on connaît bien. Son bureau était au-dessus. Il entendait tout ce qui se passe en dessous. Et quand il y avait un truc qui lui titillait l'oreille, il arrivait en descendant. C'était arrivé à Patrick Juvet pour le lundi au soleil. Il déboule, il me dit, me tutoyer tout de suite. Tu peux me tutoyer, tu peux me refaire celle-là? Alors je refais. Bon, ouais, c'est pas mal ça. Il y a une phrase au niveau du texte qui est un peu un thème que je suis en train de travailler en ce moment. Enfin, bon. Puis j'en avais une autre que je chante aussi, qui est une chanson sur l'enfance, qui aurait pu être pour son disque d'enfant, mais sur l'enfance, jolie. Quand j'étais enfant, je grimpais sur la colline, regardais le ciel comme une grande vitrine. Enfin, bon, ce qu'il chantait aussi de temps en temps. Celle-là, il a moins aimé. Bon, toujours est-il qu'on est reparti. Et puis, ce fameux 33 tours, il est allé l'enregistrer aux États-Unis, parce que c'était un fou de la musique américaine, et surtout de la maison de disques Motown, qui avait enregistré plein de chansons qu'avait faites Claude François, dont J'attendrai comme une chanson, etc. Et il était revenu, donc, il avait enregistré la fameuse Anne-Marie, la fameuse chanson aux États-Unis. Il était revenu des États-Unis. Par le secrétariat, Jean-Max avait su qu'il était très content du résultat. Alors bon, on s'est dit, si ça se trouve, on va se retrouver, ça va être ça, la chanson du 33 tours, quoi. Et puis comme il faisait très souvent, c'était un type extrêmement anxieux, il est arrivé d'enregistrer des chansons, dont des belles chansons, et puis à des moments, il se rabattait sur une adaptation américaine, un numéro américain absolument incontournable, et c'est là qu'il a fait, comment c'était,
comme une chanson, là, je bafouille un peu. C'est la Même chanson. Chanson. Ta-da-di-da-da. Bon, ça, c'est une chanson de chez Motown, d'un groupe de chez Motown. Et bon, Anne-Marie, elle est rentrée, elle a été en numéro 1 de l'album, mais elle n'a pas été sur le 45 tours, évidemment. C'est très dommage parce que, bon, moi j'avais écouté, ce qu'il en avait fait était très très bien, quoi. C'était à sa façon, mais c'était très très bien. Et vous n'avez pas retravaillé avec lui? Non, je n'ai pas retravaillé avec lui parce que lui, il fallait aller le voir, qu'on avait un truc très très costaud. Et comme il changeait un peu de direction, après il a fait, pas longtemps après, il s'est lancé dans le disco, quoi. Et ça, c'était pas votre truc. En revanche, Non. vous étiez un partisan des belles voix, et dans les années 70, il y avait Christian Delagrange, qui était une vedette, Ouais. qui avait une très belle voix. Ouais, ouais. Et c'était l'associé de Carrère, parce que je travaillais aussi quelquefois avec Carrère, qui s'appelait Mémé Ibach, qui était producteur, un des producteurs de Mémé Delagrange, qui m'avait demandé de faire une musique. Alors, faire des musiques seules, sans parole, c'est pas trop mon truc non plus, parce que, vous savez, quand on est auteur-compositeur, on a une certaine façon de fonctionner dans la tête. Mais enfin, je me suis lancé, j'ai fait une musique, il a beaucoup aimé, et lui, il a fait le texte, les paroles, avec Vline Buggy, je crois, et ça s'appelait « J'aime la vie avec toi », et ça aussi, très bien marché, ça a été un succès. Et à cette époque, il y a un jeune garçon qui débutait, Ouais. et vous avez écrit pour un enfant. Oui, Roméo. oui. Comme vous dites, il était jeune, il avait 11 ans, à peine 11 ans. Comment c'est arrivé, ça? C'était un petit garçon de la banlieue de Lyon, à côté de Lyon, et il était connu parce qu'il avait une voix phénoménale, je suis pas trop spécialiste, peut-être de baryton, à mon avis, baryton, quelque chose comme ça. Il avait une voix phénoménale, il avait 11 ans, c'était impressionnant, bon, mais je ne connaissais pas, hein. Et donc, Anne-Marie, mon épouse, qui était en métier, connaissait Carrère, et Carrère lui a dit, écoute, il y a un enfant à Lyon, enfin c'est lui qui lui a raconté l'histoire, il a dit, mais moi, m'occuper d'un enfant, je suis un peu embêté. Dans un premier temps, va le voir, essaye de trouver ses coordonnées, son adresse, son point de chute, va le voir et dis-moi ce que tu en penses. Et Anne-Marie, très débrouillarde, s'est renseignée un peu autour d'elle, elle est arrivée à trouver son adresse, elle est allée le voir, et elle est revenue, elle m'a dit, effectivement, il a une voix, c'est très impressionnant, quoi. Et Carrère lui dit, bon, bah écoute, un enfant qui a une voix fantastique, il n'y en a pas eu en France depuis, je sais pas, Mathusalem, quoi. Il y a eu le fameux Roselito en Espagne, dans les années 50, ça remontait, c'était 20 ans plus tôt, quoi. Depuis, il n'y avait rien eu. Et des enfants qui chantent avec des petites voix comme ça, il y en a légion, mais... Et puis Anne-Marie lui dit comme ça, mais tu sais que... Moi, il ne me connaissait pas, Carrère. En plus, je fais des chansons pour Carlos, il n'y avait pas de danger qu'il me connaisse. Anne-Marie lui dit, mais tu sais que mon mari écrit des chansons. Ben, il a dit, ben, qu'il essaie d'en faire une. Et puis, allez le voir, ramenez-moi... Enfin, montre-moi quelque chose. Alors, on redescend tous les... Non, on redescend pas tous les deux. Moi, je fais une chanson. Comme ça, parce que ça m'intriguait comme ça, quand même, ces histoires de petits garçons. Puis là, je me lance dans un truc que j'ai jamais fait. J'avais jamais fait un truc pour voix. Vraiment un truc costaud, quoi. Alors, je lui fais un petit garçon de 11 ans, je lui fais... les thèmes viennent vite, je lui fais maman, quoi. Bon, je vais bien voir ce que ça donne. Moi, j'avais fait une chanson qui s'appelait Petite Maman, exactement. On descend chez Roméo, chez les parents, tout ça. Je lui montre, les parents, tout le monde, lui, il trouve ça bien, à la limite, il trouve ça marrant, alors c'est pas une chanson marrante. Et je lui cherche sa tonalité, tout ça. J'avais amené un petit enregistreur témoin, un tout petit crin-crin. Je ramène ça à Claude Carrère, qui écoute ça, qui me dit que c'est absolument à tomber par terre, quoi. Alors, on est rentré en studio, ça s'est fait très vite, et
je ne sais pas si c'est le hasard, le destin, la fête des mères était 1 mois et demi plus tard, quoi. Alors il m'a dit, il a écouté, il m'a dit, écoute, petite maman, bah, faisons carrément maman. Alors j'ai dit, oui, mais au point de vue plié, là, ça va plus. Ben, il me dit, ça fait rien, tu fais maman ou maman. Bon, c'est pas grave, mais petite, ça me gêne. Et puis il a changé 2-3 phrases. Et puis on a enregistré très très vite. Roméo, on l'a fait venir à Paris. Et le disque est sorti 3 semaines avant la fête des mères. Il a fait une ou deux télés et ça a été... alors ça a été un raz-de-marée, un peu comme Fleur de Province, comme Charlotte, quoi. C'était un espèce de bang, quoi, parce que ça s'était pas vu depuis très longtemps, quoi. Et comment expliquer ce bang? C'est l'enfant, c'est la chanson? C'est l'enfant, bon, peut-être oui, la chanson lui allait très très bien, mais et puis il pouvait s'exprimer, il avait une voix... il passait en voix de tête, en voix de gorge, enfin, c'était formidable, quoi. Il était très très bon, et il a enregistré en 2 prises, hein. Il enregistrait comme ça, hein. Gérer le succès d'un enfant, c'est pas facile ensuite. Non, c'est pas facile. Alors, il m'a dit, écoute, on va pas prendre de risques. Ça, c'était donc mois de mai, fête des mères. On a vendu, je sais pas, 700 000 disques. Il m'a dit, tu me prépares un album pour Noël. De toute façon, on va faire Petit Papa Noël, parce que Tino Rossi, ça fait assez longtemps que c'est chanté par un adulte, et c'est normal de se chanter par un enfant. On a fait Petit Papa Noël pour le 30. Mais moi, entre-temps, j'avais préparé un deuxième 45 tours qui s'appelait Ton Petit Amoureux, qui est sorti, qui a marché très très fort. Et au moment où le 45 tours de Ton Petit Amoureux est sorti et marchait, l'album n'était pas fini pour Noël. Donc Claude ne connaissait pas encore Petit Papa Noël. Et puis 1 mois et demi plus tard, fin novembre, je lui amène l'album terminé, il entend Petit Papa Noël, il écoute 10 secondes, il me dit « Écoute, c'est encore mieux Ton Petit Amoureux ». Donc il a sorti le deuxième 45 tours derrière Ton Petit Amoureux, tout de suite, de Petit Papa Noël. Il a coupé les herbes sous le pied à Ton Petit Amoureux, qui marchait très fort. Mais Ton Petit Amoureux a marché encore plus fort. Et puis l'album est sorti derrière et ça a été très, très fort, quoi. Et comment Roméo a-t-il vécu ça? Roméo, un vrai gosse. Il a traversé ça sans s'en rendre compte, et c'est tant mieux pour lui, parce qu'il avait une vie... Ça ne changeait rien à sa vie. Il continuait à aller à l'école, il habitait chez lui, là-bas, à côté de Chalon-sur-Saône. Il prenait l'avion, il arrivait, on l'attendait à l'avion, il faisait des télés, il faisait des reportages photos, il rigolait comme un fou. Mon fils Frédéric avait le même âge que lui. Enfin, il y avait une ambiance terrible à la maison. Ils se bagarraient parce qu'ils avaient tous les deux des caractères forts, donc ils se tapaient un peu dessus. Et il avait... on essayait toujours, quand on l'a interviewé à la télé, de ressortir le côté sérieux, parce qu'il avait une voix tellement phénoménale, il faisait penser à l'opéra, quoi. Et lui, il répondait toujours par des galéjades de gamins de 11 ans qui pensent qu'à rigoler, quoi, qu'à faire... Il avait fait ça comme une bonne blague. Voilà, puis on lui demandait, mais alors dis donc, quand tu retournes chez toi, tes copains à l'école, ils devaient être complètement étonnés, les filles. Alors il disait, ah ouais, les filles quand même, ouais, c'est vrai qu'elles me parlent, mais mes copains, ils en ont rien à foutre. Et tout ça, c'était gamin, quoi. Ça n'a jamais été un phénomène de foire, quoi. Et là, ça a duré 2 ans, et puis après, ça s'est arrêté. Ça a duré 3 ans et demi, jusqu'à temps qu'il mue, parce que tous les enfants font face. Et puis, la mue, c'est pas un problème insurmontable, parce que quand on est suivi par un bon prof, on peut passer la mue et puis garder sa voix à l'âge adulte. Mais bon, on a senti que c'était devenu un peu une routine pour lui, quoi. Et puis, ses parents faisaient des petits problèmes, parce que il faut dire qu'il avait un tel succès que l'Allemagne aurait bien voulu l'avoir sous contrat, le faire enregistrer en allemand, ainsi que l'Italie.
Et son père, ses parents, son père surtout, ne s'est jamais... il n'a jamais pu concevoir que son fils s'en aille, quoi. Parce qu'il aurait pu être à Paris, être à la Schola Cantorum, et puis voilà, quoi. Donc du jour au lendemain, il a arrêté en Il a plein arrêté succès. en pleine gloire. Il a vendu quand même, je sais pas, près de 4 millions de disques en 3 ans, quoi. Ça a été absolument phénoménal. On a fait trois albums, hein. Ça n'a pas été traumatisant pour un enfant de 14 ans d'arrêter en pleine gloire? Ben moi, je l'ai revu des années après. Il m'a dit, sur le moment, absolument pas. Et j'avais... ça ne l'a pas traumatisé du tout. Il a eu envie de rechanter, de s'y remettre beaucoup plus tard, mais il avait passé la trentaine. Et c'est vrai que là, il s'est aperçu que c'était plus difficile, qu'on l'entendait plus avec les mêmes yeux ni la même oreille, quoi. Mais il avait toujours une voix assez impressionnante, quoi. Il a toujours une voix assez Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il chante encore un peu? Il chante pour son plaisir, ouais. Non, mais je crois je ne sais même pas ce qu'il fait, il a une profession, quoi. Alors, autre vedette de l'époque, jeune vedette que vous avez lancée, qui s'est reconvertie depuis dans l'imitation, dans la publicité, c'est Julie Bataille. Oui, Julie Bataille, elle avait 16 ans, c'est ça? On l'a connue, elle avait 15 ans. Et avec le succès qu'on avait avec Roméo, parce qu'avec Carrère, chez Carrère, on était producteur de Roméo. Alors Carrère nous a dit, Anne-Marie et à moi, avec une production qui marche comme ça, il faut... Et puis, il nous a dit, entre parenthèses, ça peut s'arrêter, parce que c'est quand même un enfant. Il était un peu visionnaire de la chose, il nous avait dit, il vous faut une production, parce que ça marche trop bien, vous n'allez pas rester chez vous, les bras croisés, à faire... même si c'est un tube tous les 3 mois, quoi. Et puis, il avait des tas de gamines, on appelait ça des minettes à l'époque, le mot un peu disparu, qui tapaient à sa porte, qui voulaient chanter comme Sheila, quoi. Et il m'a dit, j'en ai repéré une qui a une voix vraiment impressionnante. Elle doit avoir 15 ans. Donc, rendez-vous était pris, tout ça. On a fait des maquettes. Elle, contrairement, on lui a fait un peu prendre des cours de chant pour lui placer sa voix, pour lui asseoir sa voix, disons, lui apprendre à s'en servir. Et puis, elle avait 15 ans, on s'est dit, bon, on va se lancer, on va faire un 47 tours. On lui pose la question, qu'est-ce que tu voudrais chanter? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, elle nous dit, l'éducation sexuelle. Alors bon, la part d'une gamine de 15 ans, on se dit, c'est vrai qu'on a parlé à l'école. Alors on lui dit, alors comment ça se passe les cours d'éducation sexuelle à l'école? Elle me dit, oh c'est nul, c'est des trucs de bébé, on comprend rien, on n'apprend rien, enfin c'est complètement nul, quoi. Alors je lui dis, à la limite, pas besoin d'éducation sexuelle. Ouais, enfin, elle dit comme ça, quoi. Et puis elle rentre chez elle, et puis moi je me dis, mais putain, j'ai un titre là, pas besoin d'éducation sexuelle, un contre-pied à l'envers, comme ça. Et puis voilà, j'en ai parlé à Claude, il m'a dit, oui, vas-y, puis tu montes un couplet, un refrain, et puis j'ai montré, et puis il m'a dit, ouais, c'est bien, fini, puis tu dis ça dans le deuxième couplet, puis on a fini la chanson, tous les deux, et puis voilà. Et puis ça a été un énorme... Ça a été un très très grand succès. On lui en a fait un deuxième derrière qui s'appelait Une petite minette, parce que c'en était une vraie de vraie. Une petite minette, pas une marionnette. Voilà, qui a moins marché, mais bien marché. Et puis, peut-être, sûrement, l'erreur qu'on lui a fait au 3e disque, c'est que Claude a dit, 3e disque, on ne va pas lui faire les trucs rythmés comme ça, on ne va pas lui en faire un idem. On va le faire partir ailleurs. Moi, j'ai une chanson italienne, là. Il me dit une chanson de femme. Je lui dis, mais écoute, elle a 16 ans. Alors il me fait écouter la chanson, effectivement, une chanson vraiment costaud, comme font les Italiens, vocale qui monte. Et puis une chanson de tripes, de sentiments, comme savent le chanter les Italiens. Il me dit, fais-moi un texte là-dessus. Bon, enfin, je lui amène un texte. Il me dit, mais dis donc, c'est bien.
c'est musclé dans le genre, c'est une chanson de femme, c'est plus une chanson de gamine, quoi, c'est plus une chanson de minette. Et il m'a dit, vas-y, bon, on est allé en studio, on est ressorti du studio, on avait un truc assez impressionnant, mais qui ne ressemblait plus, c'était plus Julie Bataille qui avait eu 2 succès avant, quoi. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas accroché, quoi. Et au moment de faire un 4e disque, avec Claude, là on n'était plus d'accord, parce que, mine de rien, on était producteurs, on n'était plus d'accord, quoi. Donc, moi j'ai dit, écoute, Claude, je préfère que tu la gardes chez toi, dans ton écurie, mais moi je la produis plus. Donc je crois qu'elle a continué à faire 1 ou 2 disques chez lui. Moi j'ai arrêté. Et puis, comme elle avait un talent d'interprète assez impressionnant, elle a commencé à faire ce qu'on appelle du speak, c'est-à-dire des publicités parlées. Et elle était très très bonne, et elle s'est fait un nom là-dedans, et elle est capable de faire des imitations. Je crois même qu'elle travaille dans les Guignols. Elle fait des imitations dans les Guignols, et elle a, je sais pas, 25 ans de carrière derrière. Aujourd'hui, elle a 25 ans de carrière de ça. Donc, c'est une reconversion complètement réussie. Plus étonnant encore, une chanson pour enfants pour Thierry Leluron. Oui. Ça, oui. c'est étonnant. Oui, alors ça, c'est très étonnant. C'était un projet de Paul Ederman. Qui était l'impresario de Thierry Leluron. Qui était l'impresario de Thierry Leluron. Il avait une idée qu'il avait ramenée des États-Unis que moi je connaissais, c'est-à-dire que c'était Thierry qui avait pour personnage des 3 petits lapins de dessin animé. C'était assez compliqué à réaliser à l'image, et même discographiquement, c'était assez tarabiscoté. Mais enfin, moi j'ai fait 4 chansons, dont Le croqueur qui mangeait les gens tout crus. C'était un truc assez réussi. Par la suite, ça, c'est parti un peu en eau de boudin, parce que Thierry a eu les problèmes qu'on sait avec Lederman. Ils se sont fâchés pendant un certain temps. Ils se sont fâchés pendant un certain temps. Et quand ils se sont rabibochés, ça a pris des années. Il y avait d'autres projets qui étaient... C'était devenu le Thierry classique qui est passé au théâtre du Gymnase, qui était un imitateur fabuleux. C'est la période où il a imité Mitterrand, tout ça. Ça, c'était déjà le début des années 80. Donc, le projet sur lequel j'ai travaillé, moi, est tombé à l'eau, quoi. Oui, c'est bien dommage. Et puis Thierry Leluron, qui était un imitateur, un humoriste chantant pour les enfants, c'était peut-être pas... Je sais pas. Moi, le commencement de l'enregistrement était très, très étonnant. Malheureusement, on n'est pas allé au bout, parce qu'il fallait 12-15 titres. Moi, j'avais fait 3-4, tout le monde en avait fait, Jean-Jacques Debout, enfin, je sais plus qui. Tout le monde s'y était mis, quoi. Et bon, mais c'est un projet avorté, mais c'est pas grave. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est souvent arrivé, des chansons que vous avez gardées dans vos tiroirs. Bien sûr. Ou alors des chansons que vous ne reconnaissez pas à l'arrivée. Ah ouais, alors ça c'est... Vous savez, pour qu'une chanson soit ce que vous avez en tête à l'arrivée, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous la donnez dans les mains d'un arrangeur, elle vous échappe. Cet arrangeur, quel que soit le talent qu'il a, il peut passer à côté, il peut partir à côté. Moi, j'ai fait beaucoup de chansons où la rythmique, ce que Carlos appelait la tournerie, était très importante. Il fallait que, vous savez, les chansons, on les enregistrait par palier à l'époque. Hein. Bon, c'est vrai qu'en partie on fait comme ça aujourd'hui, mais on enregistrait des rythmiques, et puis après on rajoutait ou des cuivres, ou des cordes, ou des chœurs, ou quelquefois tout, ou quelquefois des effets. Hein. Mais tout de suite avec la rythmique, vous saviez si ça partait dans la bonne direction, si ça allait bien tourner, et si ça allait être le bon tempo, pas trop lent, hein, c'était coton. Ça a toujours été coton, ça. Moi, quand je rentre en studio, je suis toujours fébrile là-dessus.
Parce que vous pouvez avoir un avis différent, l'arrangeur peut avoir un avis un petit peu différent du vôtre, et puis il y a le preneur de son aussi. Il y a des preneurs de son qui sont des excellents preneurs de son, et qui réalisent exactement ce que vous voulez. Et puis il y a d'autres preneurs de son qui ont une personnalité forte, qui disent un peu leurs mots, qui ont leurs mots à dire. Alors, quand vous êtes 100% sur la même longueur d'onde, c'est formidable, mais il y a des fois, il faut vous battre un peu avec eux, et il y a des fois, c'est eux qui gagnent. Et vous avez percevé très souvent que quand eux gagnent, la chanson va au panier, parce que c'est pas ça. C'est pas leur chanson, donc à la limite, ils ne devraient pas s'en préoccuper. S'en préoccuper, non. Alors, comme humoriste, vous avez travaillé avec Thierry Le Lion, et puis avec un couple d'humoristes d'une génération précédente, qui étaient Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Oui. Ça, c'est étonnant aussi. Oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que je connaissais bien un type, un directeur artistique qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Naps Lamarche. Naps, c'était peut-être un synonyme, je ne sais pas. Il m'a dit, un jour, il m'a dit, mais écoute, je connaissais comme ça, parce que je connaissais du monde chez Barclay, mais il m'a dit, écoute, on n'a jamais travaillé ensemble, mais bon, moi je m'occupe de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Et on a en prévision un 45 tours, et j'aimerais bien que tu penses à eux. Alors bon, c'est vrai que, moi je me souvenais de Joinville-le-Pont, qui avait été une montagne de tubes, mais bon, c'était une espèce de Java, ça avait 20 ans, il fallait qu'il parte ailleurs, quoi. Alors, j'ai fait des chansons, puis quand j'en ai eu 2, 3, qui me paraissaient bien, quoi. Mais ils avaient déjà un personnage. Alors, je marchais un peu sur des œufs, quoi. Quand j'ai rencontré Carlos, il était tout neuf, il avait une place à prendre évidente, il l'a pris. Eux, ils avaient déjà pris leur place. Alors, je leur ai amené 2 chansons qui ont, disons, bien marché. Dont l'une, c'était Les baisers les plus longs. C'est une espèce de cha-cha. C'était marrant, quoi. Mais, si vous voulez, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ils ont fait ce disque parce qu'ils avaient un contrat avec Barclay, quoi. Ils se sont investis dedans pendant qu'ils l'ont fait. Mais après ça, ils faisaient des pièces de théâtre, ils tournaient dans des films, enfin, ils faisaient plein de choses, quoi. Je crois même que Jean-Marc Thibault avait commencé à faire des séries à la télé. Donc, je les ai plus revus, quoi. Et ce qui m'a manqué, c'est le manque de... Il s'est pas passé entre nous ce qui s'est passé entre Carlos et moi, quoi. Parce qu'ils ne m'attendaient pas au tournant, quoi. Ils n'avaient pas besoin d'un tube, ils n'avaient pas besoin de... Ils avaient prouvé plein de choses, et puis c'est vrai que, en tant que chanteur, pour dépasser Joinville-le-Pont, il fait se lever de bonheur, quand même. Et alors, encore plus étonnant, c'est le répertoire de Michou. Michou, au départ, c'était un cabaret de la rue des Martyrs à Paris, tenu par un garçon d'origine du Nord, et vous avez écrit des chansons pour lui. Oui, alors Michou avait déjà fait un ou deux 45 tours, dont un qui s'appelait « Je suis du Nord », évidemment, qui étaient des chansons pour son cabaret, typiques de cabaret, quoi. Et quand j'ai fait les chansons de Charlotte, Fleur de province et Allez hop, tout le monde à la campagne, j'ai rencontré, parce que je traînais un peu à Europe 1 et à RTL, quoi. Et j'ai rencontré Babar, qui était directeur artistique de la station à... C'était une dame qui s'appelait Arlette Tabar. Arlette Tabar, oui, qu'on appelait Babar, oui. Qui a plus tard écrit des chansons dont, pour le plaisir quand même, d'Herbert Léonard, qui a été une montagne. Et oui, c'est elle les paroles. C'était Pavline Bugui ? Oui, toutes les deux. Toutes les deux. Et elle me dit, écoute, les chansons que tu écris, Fleur de province pour Charlotte, à la limite, moi je connais bien Michou, moi je connais pas Michou. Je le connaissais de nom, mais je l'avais pas rencontré. Il me dit, tu sais que Michou pourrait le chanter, ça ?
J'ai dit, oui, mais bon, la place est prise, quoi. Et puis, mais fais-lui un truc, commence à aller voir, allez, je te donne son téléphone, tu l'appelles de ma part, tu vas le voir au cabaret, tu vas voir son spectacle, tu vas découvrir le personnage, et il faut que tu lui fasses un truc, c'est pas un grand chanteur, mais il faut que tu lui fasses un truc parce que c'est un personnage inévitable, que tu peux pas passer à côté, toi qui fais des chansons comme ça. Donc, le rendez-vous était pris, je suis allé voir. Je l'ai pas appelé, je me suis dit, je vais y aller en anonyme. On y est allé avec Anne-Marie, tous les deux, et j'ai vu son spectacle, dîner-spectacle, et c'était l'époque où lui faisait encore Bardot sur scène. Il participait au spectacle. Et bon, je connaissais pas ce genre de spectacle, j'étais un peu réticent parce que c'était en 73. Et pour moi, c'était un spectacle de travesti. J'ai dit, est-ce que ça va me faire marrer? Est-ce que c'est si drôle que ça? Moi, je trouve ça plutôt graveleux, mais enfin bon. Et puis pas du tout, quoi, parce que c'était pas tout à fait les débuts, parce qu'il avait commencé dans les années 60, mais il avait ce qu'on appelle des artistes à l'époque. Il avait des gens absolument fabuleux. Il en avait 2, 3. Il avait des imitations visuelles et vocales à tomber par terre, mais vraiment à tomber par terre. Hein. Et alors à la fin, je me lève, j'ai vu, il avait fait son numéro, donc il était habillé, il était à côté du bar. Il discutait, où il buvait une coupe de champagne. Alors je vais me présenter, je lui ai dit, voilà, Jim Larriaga, je viens de la part de Arlette Tabar, vous avez peut-être parlé de moi, je fais des chansons. Oh, mais oui, elle m'a parlé de vous, tout ça. Il commence à me faire la bise, tout ça. Je lui dis, je suis avec mon épouse, je vais chercher Anne-Marie, il nous prend par l'épaule tous les deux, il nous offre le champagne, tout ça. Et puis, il nous invite à un dîner chez lui, où il avait plein de copains et de copines, et puis bon... et puis, alors, on repart de là, formidable, hein, une terrasse à Montmartre, le Sacré-Cœur à gauche, la Tour Eiffel à droite, c'était formidable, quoi. Et c'était un mec extrêmement gentil, extrêmement bon enfant, quoi. Et bon, je suis rentré chez moi, j'ai fait une chanson. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je suis allé le voir à son cabaret, Anne-Marie, il n'y a pas longtemps que j'étais marié, Anne-Marie était enceinte, elle avait un ventre comme ça. Et 2-3 mois, quand je l'ai rappelé, la chanson, j'avais fait une chanson qui s'appelait « Plus jolie qu'une fleur ». Et il me dit, bon, bah écoute, j'ai un dîner, là, hein, arrive, venez jeudi soir, on arrive. Dans ma main gauche, j'avais ma guitare, dans l'étui, et dans ma main droite, j'avais le couffin avec mon fils qui venait d'être né, qui avait, je sais pas, 2 mois, quoi. Alors, on a fait une entrée triomphale chez Michou, avec Bastien, qu'on a posé, mon fils Bastien, 2 mois au milieu de la table. Et puis, on a eu un dîner formidable, comme toujours. Et puis, à la fin, j'ai chanté la chanson. Ils ont tous trouvé ça super. Et puis, on a enregistré la chanson. Et puis elle est passée sur les ondes, elle est sortie de son cabaret. Elle est passée à Europe et elle est passée un peu à RTL. Et j'ai fait comme ça 4, 5, 45 tours, quoi, parce qu'il en faisait un de temps en temps, lui. C'était pas non plus la course au tube, quoi. Mais depuis, par contre, c'est resté un ami. Et c'est un type formidable, quoi. Finalement, entre Michou, Charlotte Julien, Carlos et les autres, vous vous êtes beaucoup amusés. Ah oui, j'ai eu cette chance. Oui. Mais c'est une époque où on pouvait s'amuser, où les chansons étaient faites oui, pour ça. oui, bien sûr, on pouvait s'amuser, bien sûr. Moi, oui, moi j'ai pas honte de dire que, par exemple, quelqu'un que j'ai adoré, moi, qui est Gottener, je me demande s'il aurait sa place aujourd'hui, maintenant. Il a fait des trucs absolument formidables. Je dis Gottener parce que c'était drôle de chez drôle, drôlissime, et il bougeait très très bien. Moi, c'est un comique que j'adorais. Et
Et malheureusement, ces gens-là, bon, il n'y a plus Gottener, ils sont remplacés par rien de rien. Il y a, bon, des chanteuses à voix, merci, on en a beaucoup, des très très bonnes, et des copies de très très bonnes, et puis des moins bonnes, et puis des sérieuses, et encore des sérieuses, et toujours des sérieuses, mais des légères, vous savez, La grande force, pourquoi Trenet c'est le plus grand, c'est parce que c'était le plus léger, quoi. Il vous disait des trucs à tomber par terre, mais il vous le disait comme ça restait en l'air, ça retombait jamais, quoi. Vous avez fait de vraies chansons populaires? Ah oui, j'en ai fait, oui. Et c'est vrai que quand 20 ou 30 ans après, on vous reparle de ces chansons, quel effet ça vous fait? Parce qu'elles repassent, elles sont encore... Je suis content, oui, bien sûr, je suis content. Mais le seul truc, c'est que ceux qui m'en parlent, c'est pas des gamins, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas la chance que ça arrive à leur oreille, quoi. Même comme une trace des années passées, quoi. Ça vient plus à leur oreille. Vous êtes dans les karaokés parfois? Vos chansons sont... Oui, bien sûr. Carlos, Charlotte, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux rois du karaoké, quoi. Et quand vous voyez justement des enfants chanter Carlos ou Charlotte Julien dans les karaokés, ou quand vous l'entendez, oui, ça vous fait plaisir, ça vous surprend? Bien sûr que ça me fait plaisir, bien sûr. Vous continuez à écrire aujourd'hui, à composer? Je continue à écrire, toujours. J'ai une fille sous le bras, là. Mais ça prendra le temps que ça faut, le temps qu'il faut, quoi. Mais on y arrivera. Parce qu'il faut continuer le plus possible. Oui. Un auteur ou un compositeur ne prend pas sa retraite. Non, bien sûr. Vous vivez avec l'air du temps, vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Oui, bien sûr. Puis je me fais plaisir, je chante pour moi. Je vais vous dire un truc. J'ai passé 60 ans, je commence à prendre des cours de chant. Parce que je me suis aperçu que je chantais comme une patate, qu'il me manquait des bases. Et tous les lundis, je prends des cours de chant avec un prof, c'est formidable. Vous serez un jour sur scène à l'Olympia comme chanteur? Pourquoi pas?